Alors ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Eh bien, j'espère vous en avoir donné la solution déjà tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas correspondance entre cet État importé et l'histoire propre à la société concernée. Cette dissonance qu'il y a entre un État importé de facture chrétienne, occidentale, européenne, et une société qui relève d'autres cultures, d'autres religions, d'une autre économie, d'une autre structure sociale, d'une autre histoire politique, cette dissonance ne va pas s'estomper, au contraire, elle va aller en s'aggravant. Elle va aller en s'aggravant et je vous invite à prendre ici en compte le coût énorme de cette dissonance. S'il y a dissonance entre le modèle de gouvernement importé et le paramètre propre à la société concernée, d'abord, il y a un déficit chronique de légitimité. Comment pouvez-vous espérer que le nouveau système politique mis en place dans ces pays qui venaient d'accéder à l'indépendance soit légitime dès lors qu'il n'est pas compris par la population à laquelle il s'adresse, dès lors qu'il n'est pas valorisé, dès lors qu'il s'écarte des traditions propres à ces sociétés? Déficit chronique de légitimité. C'est un premier point. Et qui va rejoindre ce que je vous disais la semaine dernière à propos de l'islamisme, qui va conduire à une inversion. Du coup, la contestation de ce pouvoir ainsi décrié va être plus légitime que l'exercice même du pouvoir. Grande pathologie de la plupart des sociétés récemment décolonisées dans lesquelles la contestation l'emporte sur l'autorité. Deuxième implication, s'il y a déficit de légitimité, celle-ci ne pourra être compensée que par une poussée autoritaire. L'autoritarisme des régimes extra-occidentaux n'est pas lié à un quelconque atavisme, à un quelconque trait de culture. Ces gens-là, madame, ils sont autoritaires par nature, ou ces gens-là, ils ne comprennent que le langage de la force ou de l'autorité, billevesé que de tout ça. Cet autoritarisme, c'est ce qui est utilisé pour combattre ce défaut de légitimité, et donc on va voir effectivement, dès les premières années qui suivent l'indépendance, tous ces state builders, tous ces constructeurs d'État dont je vous parlais tout à l'heure, devenir de véritables tyrans, de véritables dictateurs. De tous les noms que j'ai prononcés, de toutes ces figures aimables que j'ai proposées, qui véritablement peut être présenté comme un démocrate sincère? Ce n'est pas lié à une histoire ni à une culture, c'est lié fondamentalement à une dissonance. Troisièmement, troisième catastrophe, troisième conséquence de cette dissonance, un décollage croissant entre l'État et la société civile. L'État part d'un côté et la société civile de l'autre. C'est-à-dire que la société civile a tendance à reproduire en son sein une sorte de jeu politique informel qui se substitue au jeu politique officiel qui est lui-même rejeté. Et qu'est-ce qui se passe quand l'État est séparé de sa société? Vous avez réfléchi à cette question? Peut-être qu'un jour vous serez conseiller du prince et on vous la posera. Eh bien, quand l'État est trop fortement séparé de la société, il va chercher ses soutiens ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est-à-dire, l'échec de sa légitimité se traduit par un renforcement de sa clientélisation aux autorités de tutelle. On va aller rechercher, dans la clientélisation auprès de l'ancien colonisateur, les ressources dont on est privé à l'intérieur même de ses frontières. Et c'est ainsi que ces Aïdjo, Maga, Mba, tous ceux que je citais, plus ceux de la deuxième génération, les Bongo, les Dako, les Bokassa, etc. Que vont-ils faire?
eh bien, ce soutien qu'ils ne trouvent pas dans la société, ils vont le remplacer par une politique de clientélisation auprès de la puissance, l'ex-puissance coloniale. Et puis, s'ils sont menacés sur leur trône, ben on fera appel à l'armée française. C'est arrivé 48 fois depuis l'indépendance, la grande indépendance de 1960. Alors une 49e fois ou une 50e fois, ça ne gênera personne. Alors, rien n'est mécanique en politique. Quelquefois, vous avez des figures différentes. Il y a un grand constructeur d'État que j'ai omis de vous citer tout à l'heure, celui qui a créé l'État guinéen, Ahmad Sékou Touré. Sékou Touré, lui, a rompu avec la France du général de Gaulle. Qu'a-t-il fait? Même chose. Recherche de soutien extérieur, simplement on va chercher dans le camp d'en face. On va le chercher auprès de l'Union soviétique. Et on va chercher, à défaut d'avoir la protection de l'ancienne puissance coloniale avec laquelle on est fâché, on va chercher dans la boutique d'en face. L'Union soviétique a été un peu surprise, mais a répondu. Et c'est ainsi, histoire merveilleuse, que pour marquer l'amitié historique entre le peuple soviétique et le peuple guinéen, l'URSS a envoyé des chasse-neige à la Guinée, comme mode de coopération. Véridique, véridique. On peut encore les observer, tout rouillés qu'ils sont. Ils n'ont jamais servi. Je pense que vous êtes assez fort en géo pour savoir pourquoi ils n'ont jamais servi. Hein. Mais voilà, c'est les petites absurdités de ces logiques, en fait, tristes logiques. Et alors, dernier effet pervers, mesdames et messieurs, quand l'État est perçu par la société comme illégitime et extraverti, c'est-à-dire soumis à une puissance étrangère, comment la société civile va réagir? Ça me ferait plaisir que vous me le disiez, parce que c'est évident, et la boucle serait bouclée. Et bravo, 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 bravo. Mais oui, c'est ça. Je savais que vous le saviez, mais vous êtes trop modeste pour le dire. Exactement, c'est-à-dire aller rechercher, justement, dans l'histoire propre aux sociétés, le contrepoison de cette légitimité importée, donc complètement dévalorisée et démonétisée. D'où effectivement ce formidable essor du fondamentalisme qui va principalement s'exercer là où la religion a une capacité forte de mobilisation, et notamment dans les pays du monde musulman, d'où le succès qu'on examinait la semaine dernière du fondamentalisme islamiste, mais c'est un phénomène que vous allez retrouver sous d'autres formes, hélas raciales, ethnicistes, tribales, dans d'autres sociétés. Le fondamentalisme devient un substitut à l'importation, sauf que le fondamentalisme est une impasse de même nature que l'importation. Cruel dilemme de nos sociétés. Cruel dilemme de nos sociétés extra-occidentales. Y a-t-il une possibilité de sortir de ce dilemme et d'inventer des formes substitutives de systèmes politiques? C'est le grand enjeu pour les sociétés extra-occidentales aujourd'hui. Peut-on y dépasser l'État copié pour inventer autre chose? Alors il y a, si vous regardez la tendance aujourd'hui, il y a différentes sorties. La première idée, c'est la restauration des empires. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, face à l'échec de l'État importé, on pourrait retourner aux grands empires d'origine. C'est la fameuse phrase d'André Malraux. André Malraux qui disait « Lorsque j'ai rencontré le président Mao Tse-tung, je lui ai demandé « Monsieur le Président, allons-nous assister à la renaissance des grands empires ?» Alors le président Mao Tse-tung m'a regardé, a longuement réfléchi et m'a répondu « Oui ». C'est ça, c'est exactement ça.
c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'État reste l'exception européenne et que si on regarde l'Europe de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on trouve une Europe entourée d'empires. L'Empire chinois, très loin, l'Empire ottoman qui était en train de se constituer, l'Empire abbasside qui était déjà en situation d'agonie, et puis au-delà, l'Empire chinois, bien entendu, mais aussi les multiples empires africains, l'Empire du Congo, l'Empire Songhai, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire éthiopien. Bref, on s'aperçoit que l'histoire extra-européenne est une histoire impériale. Et force est d'admettre aussi qu'il y a une constante en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, au monde musulman, en Extrême-Orient, de recomposition des substrats impériaux. Est-ce que ça se passera ainsi? Est-ce que ça se passera différemment? En tous les cas, on voit des empires réels, l'empire chinois, l'empire russe, se réaffirmer comme empire, mais on voit des empires échoués peut-être se reconstituer dans le contexte des hégémonies recherchées en monde arabe, dans ce printemps arabe qui n'en finit pas de se chercher, et au-delà encore, regardez comment le ministre des Affaires étrangères turc, M. Ahmet Davutoglu, loue le passé ottoman de la Turquie et ce néo-ottomanisme faisant référence justement à ce qu'il appelle ce premier cercle qui va bien au-delà de la Turquie stato-nationale d'aujourd'hui pour aller jusque vers le Caucase, l'Asie centrale et une partie du bassin méditerranéen. Ça, c'est une première option. On est au milieu du gué, on ne sait pas. La deuxième option, c'est aussi le retour des systèmes fragmentés dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ceux-ci seraient-ils disparus ? Est-ce qu'à travers les guerres à répétition en Afrique, à travers les fragmentations d'États, de ces États effondrés africains, est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir un retour au micro-pouvoir, aux micro-communautés? Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, au lieu d'un État malien dont on se demande aujourd'hui quel en est le principe unitaire, ou d'un État tchadien, ou d'un État centrafricain, on ne verra pas des entités plus petites fonctionner de manière autonome et peut-être même institutionnaliser leur autonomie. Et cet État congolais, vous vous rendez compte, la République démocratique du Congo, fondée par Lumumba en 1960, elle vit 53 ans de guerre permanente. Le Congo est un des États les plus grands de l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas dans sa fragmentation que le Congo trouvera son équilibre? Que dire donc du Mali, que dire de la Mauritanie, du Niger, de la Libye de la Libye. On rappelle toujours ce diplomate français qui disait « voyez, on avait dit que la Libye éclaterait en 3 morceaux, ça n'a pas été le cas. J'ai dit non, elle a éclaté en 1000 morceaux. » Voilà le malheureux destin, effectivement, de pas mal de ces sociétés. Troisième direction, que par exemple le journaliste américain Fareed Zakaria, personnage controversé mais intéressant et qui a fait des choses tout à fait intéressantes, appelle l'illibéralisme démocratique, c'est-à-dire ces démocraties libérales, c'est-à-dire des régimes politiques qui ont une sorte de Canada Dry démocratique, mais qui ne sont pas des démocraties et qui ne survivent que par une sorte d'autoritarisme institutionnalisé. Ce n'est pas folichon comme destin, mais pas mal d'observateurs et d'analystes semblent en prendre leur parti. Est-ce que, enfin, on pourrait envisager une autre histoire? De même que l'Europe a inventé l'État, qui n'existait pas avant qu'elle l'eût inventé, pourquoi ces sociétés n'inventeraient pas une autre politique, comme diraient les anglo-saxons, un autre ordre, un autre modèle politique, dont on ne connaît pas les contours, mais si je faisais mon cours en 1313 au lieu de le faire en 2013, vous croyez que je saurais nommer l'État?
l'État était en gestation, il se développait sous les yeux des acteurs en ce début de XIVe siècle, personne ne savait ce que c'était. Est-ce qu'il n'est pas en train de naître dans les sociétés extra-occidentales autre chose que nous ne savons pas encore nommer ?